Donc on passait la matinée, et à partir de 2 heures, donc les bureaux fermaient, on rentrait à l'hôtel, et l'après-midi, on allait dans la villa de mon correspondant sucrier, qui était autour de la Havane. Il y avait tout un tas de belles villas, y compris des villas américaines, évidemment. Sur le bord de mer, c'est le d'Hemingway, d'ailleurs, se trouve. Voilà. Et là, on se retrouvait avec les mêmes fonctionnaires qu'on avait vus le matin, avec du whisky, on tapait le carton là où ils jouent au domino, piscine, cacahuètes, jolies filles éventuellement, musique douce, etc. Et on mettait au point le scénario du lendemain. On va se dire, moi je vais te proposer tel prix, tu vas me dire non, surtout pas, tu vas faire ce prix-là. Donc on arrangeait le coup, et le lendemain, on négociait le truc, et puis on se revoyait le soir. Donc ça marchait très bien. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de la chaîne YouTube, également abonnés de l'application. Émission un peu particulière aujourd'hui, et je me tourne en particulier vers nos abonnés de l'application Omerta, puisque vous pouvez trouver dès aujourd'hui notre nouveau documentaire qui s'appelle Les derniers jours de Cuba. Donc nous allons parler de Cuba, nous allons parler d'Amérique du Sud aujourd'hui dans cette émission du Grand Entretien, un petit peu spéciale. Et pour ça, je me tourne vers François Martin. Bonjour François. Bonjour Régis. Bonjour François. On se voit régulièrement pour commenter l'actualité, la géopolitique et autres. François, sur Cuba, vous avez une expérience personnelle, vous avez été longtemps dans la région. Nous revenons du tournage de ce documentaire dans un moment critique de l'histoire de Cuba. Vous avez aussi connu Cuba acculé sous blocus dans les années 90. Racontez-nous un petit peu comment c'était. Alors c'était très intéressant quand j'ai su que vous reveniez de Cuba. C'est moi-même qui vous ai proposé d'ajouter ce petit témoignage personnel, parce que dans ma carrière, en fait, j'ai eu, à un moment donné, j'ai vécu en Espagne, donc je parle espagnol presque mieux que le français, je dirais. Et donc j'ai été dans une des entreprises chargées de l'Amérique du Sud, et Cuba était un des marchés. J'étais dans une entreprise laitière. D'accord. Donc j'exportais de la poudre de lait dans toute l'Amérique du Sud, le Mexique, etc. Et Cuba était un de nos marchés, mais Cuba n'avait pas d'argent pour payer. Non pas parce que Cuba était sous blocus, mais Cuba était sous blocus américain, mais les Français, les Espagnols, tout le monde continuait à travailler avec Cuba. Mais comme Cuba avait planté tout le monde, Cuba n'avait pas d'argent pour payer. Vous dire, c'est l'économie collectiviste, socialisée, c'est ça. Qui ne fonctionnait pas et qui appauvrissait l'île. Exactement. Donc j'ai eu l'idée, à l'époque, j'ai proposé à ma direction, comme j'avais passé 10 ans auparavant comme trader de sucre dans une entreprise, chez un trader de sucre, un concurrent de sucres et denrées, pour pas dire. Donc j'ai eu l'idée de proposer à ma société de faire un barter, ce qu'on appelle un barter, c'est-à-dire une opération de compensation, de leur vendre du lait contre du sucre. D'accord. On achetait des bateaux de sucre que je revendus dans le marché. Donc je me suis associé à une société, un trader de sucre qui travaillait régulièrement avec Cuba, et j'ai fait une vingtaine de voyages à Cuba pour monter mon barter, 2 millions de tonnes, 2 millions de dollars de marchandises, et ensuite j'en ai fait un deuxième, et j'en ai fait un troisième avec l'Espagne, puisque j'ai exporté le système que j'avais mis en place pour le faire à partir du lait espagnol. Voilà. Donc j'ai fait 3 opérations de compensation à l'époque, et donc j'ai pratiqué de très très près les fonctionnaires cubains de l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est Cuba qui était en faute à l'époque. D'accord, mais comment ça se passait comment ces échanges se passaient-ils? Quelle était la situation sur l'île à l'époque? Racontez-nous. C'était assez amusant parce que d'abord, il y avait une divinité tutélaire, évidemment, c'était Castro qui dirigeait tout. Mais en dessous, je dirais qu'en même temps, les fonctionnaires étaient des types qui étaient assez libres de parler, mais puis pas libres parce qu'ils étaient toujours par deux, comme dans les systèmes communistes. Donc, un qui observait l'autre. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils avaient monté un système tout à fait marrant, c'est que
on passait la matinée avec les fonctionnaires du département des affaires extérieures pour négocier le lait et le sucre, parce que c'est vraiment des trucs qu'on négocie à la virgule près, parce que les quantités sont énormes. Et en plus, comme le mouvement du sucre bouge, il faut être certain qu'ils vont livrer le sucre, parce qu'on doit faire ce qu'on appelle une opération de compensation, d'arbitrage en couverture d'effectifs, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils vous livrent le sucre, il faut que vous le vendiez sur le marché pour pas que les prix s'effondrent. Par exemple, vous trouviez... Bon, je ne rentre pas dans les détails. Non, mais c'est clair. Donc, on passait la matinée, et à partir de 2 heures, donc les bureaux fermaient, on rentrait à l'hôtel, et l'après-midi, on allait dans la villa de mon correspondant sucrier, qui était autour de la Havane. Il y avait tout un tas de belles villas, y compris des villas américaines, évidemment. Sur le bord de mer, c'est le Hemingway, d'ailleurs, se trouve. Voilà. Et là, on se retrouvait avec les mêmes fonctionnaires qu'on avait vus le matin, avec du whisky, on tapait le carton là où ils jouent au domino, piscine, cacahuètes, jolies filles éventuellement, musique douce, etc. Et on mettait au point le scénario du lendemain. On va se dire, moi je vais te proposer tel prix, tu vas me dire non, surtout pas, tu vas faire ce prix-là. Donc on arrangeait le coup, et le lendemain, on négociait le truc, et puis on se revoyait le soir. Donc ça marchait très bien. C'était des phases à la cubaine, quoi. Au vu et au su de Castro, évidemment, bien sûr, tout le monde savait. Mais ce que je veux dire, c'était que le truc était totalement, entre guillemets, corrompu, en accord avec les partenaires extérieurs des autres pays, avec lesquels on faisait, et le business se faisait comme ça. Et on avait une très grande liberté sur la politique internationale. Moi, je me souviens que quand j'ai fini le premier contrat, j'ai voulu leur offrir une très très bonne bouteille. J'ai acheté une bouteille de vin, mais extrêmement chère. Et je voulais l'offrir à mon correspondant, mais j'ai jamais pu, parce qu'il y avait toujours son adjoint qui était avec lui. Donc je ne pouvais pas lui offrir. Donc 1 heure avant de partir, à prendre mon avion, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire. Donc j'ai dit voilà, je l'ai sorti de mon truc, j'aurais demandé un tire-bouchon, je l'ai ouvert, et on s'est bu ce magnifique vin en refaisant le monde, la politique internationale. Et j'avais autour de moi des types d'une intelligence, d'une finesse, d'une compréhension, y compris sur leur propre régime d'ailleurs, qui savaient dénigrer sans le dénigrer. C'est-à-dire, ils avaient appris ce qui était tolérable et ce qui pouvait leur attirer des ennuis. Est-ce que vous avez un souvenir, vous y étiez, donc début des années 90, chute de l'URSS, Cuba se retrouve isolé du monde, plus un seul bateau russe arrive à approvisionner l'île, on appelle ça les années spéciales, les Cubains faisaient des tartes de peau de banane et des steaks de plure de pamplemousse, il y a eu des cas de famine, des gens sont morts à cette époque. Comment c'était? Est-ce que vous avez pu visiter l'île à ce moment-là? Alors, j'ai pas tellement visité l'île parce qu'à l'époque, j'étais dans des circuits officiels, donc j'allais de mon hôtel rendez-vous avec les responsables assez haut niveau du ministère des Affaires étrangères. Après, ils n'avaient pas encore démarré toute cette industrie à l'époque du tourisme qui a développé à paix. Mais par contre, j'ai compris que le système fonctionnait déjà tel qu'il a continué à fonctionner jusqu'à présent et qui fonctionne également de la même façon, je pense, au Venezuela. C'est-à-dire qu'il y avait une grande différence entre le taux officiel de la monnaie et le taux officieux de la monnaie qui était le taux réel du marché. Donc la petite camarilla qui était autour des dirigeants avait accès à la Banque centrale pour avoir des dollars qui étaient la contrepartie qui était reçue de l'exportation du sucre, à des taux extraordinairement subventionnés. Parce que supposons que, par exemple, le peso vaille 1 peso pour 1 dollar au taux officiel, mais 100 pesos pour 1 dollar au taux... Aujourd'hui, c'est 400, je crois. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est le copain de la Banque centrale et qui rémunère le directeur de la Banque centrale, plus le ministre des Finances, plus le dirigeant, etc., il arrive à avoir des devises à un taux extraordinairement subventionné parce qu'il lui suffit de donner 1 peso pour avoir 1 dollar, alors que normalement, il lui en faudrait 300 ou 400. Donc, une fois qu'il a ça, il importe des marchandises de première nécessité, il raquette totalement la population parce qu'il les vend dans les boutiques qui sont contrôlées par sa propre famille et il a le monopole de la bière, du savon,
du sucre, du riz, de l'huile, du lait infantile qui est extrêmement important. Voilà comment ça se passe. Donc cette camarilla vit totalement sur le pouvoir et sur la Banque centrale principalement. Elle se ventre, et puis derrière, qui c'est qui livre? C'est les contreparties étrangères, qui sont souvent les ennemis absolus, les mafias américaines, qui sont celles qui livrent. Et aujourd'hui, je pense que ça se passe encore comme ça. La preuve, c'est que Castro est mort, mais Raoul est encore en vie. Bien sûr. Raoul est dans le pouvoir, au cœur du pouvoir. Tout à fait. Et d'ailleurs, Marco Rubio, secrétaire d'État américain d'origine cubaine, qui ambitionne... Trump régulièrement le charrie en lui disant qu'il sera le prochain président de Cuba. Voilà. On a vu que la population était assez mitigée sur cette ingérence américaine, mais discute en ce moment avec Raoulito, qui est le petit-fils de Raoul, bien sûr. Et donc il y a une sorte de, paraît-il, des discussions très très amicales, très relaxes, qui n'ont rien à voir avec la pression qui était telle qu'elle ait pu être exercée sur Maduro par Trump et son état-major. Il y a plusieurs choses là-dedans. Parce que je dirais que Trump, il a intérêt à faire de la mise en scène. On a vu qu'il fallait faire beaucoup de mise en scène pour préparer les midterms. Et il fait presque une émission par semaine, je dirais. Une, c'est le Venezuela, une autre, c'est l'Iran, après c'est Cuba. Donc là, on est dans la session Cuba. Donc je dirais qu'il a besoin aussi de faire du show pour plaire à ses magas et en même temps et à ses va-t-en-guerre pour dire « Vous voyez, je suis là », etc. Tout en faisant pas grand-chose en réalité, mais en même temps, il ne peut pas laisser Marco Rubio, il ne peut pas laisser Cuba sans rien faire, alors que Marco Rubio est lui-même le représentant de ces diasporas cubaines de Floride, que les Cubains eux-mêmes considèrent comme des mafieux. C'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. C'est très intéressant. Ils disent, les jeunes, la jeunesse cubaine, un jeune qui était donc un musicien nous expliquait que pour eux, c'était un cloaque de haine, ces Cubains, que c'était des corrompus et qu'ils n'en voulaient pas à Cuba. Tout à fait. Alors c'est ça, mais c'est témoignage direct, c'est pas moi qui le... En même temps, un certain nombre de Cubains ont une partie de leur famille qui est la diaspora et qui leur envoie de l'argent comme font les Maliens de France ou Maliens du Mali. Donc il y a quand même un lien et eux-mêmes à l'époque. Moi j'ai été à Cuba il y a 3 ans parce que j'ai voulu montrer à mon épouse ce pays que j'adore et ces personnes que j'adore par leur finesse, leur intelligence. Donc, on a été sur place et d'abord, le système financier que j'ai décrit fonctionne à merveille, encore à merveille. C'est pour ça que c'est très difficile de faire sauter ce régime parce que les crabes sont autour du beefsteak et ils vont pas changer. Ils préféreront se faire couper en rondelles plutôt que de lâcher le truc. Bien sûr. D'une part. D'autre part, la population est très nationaliste, exactement comme les Iraniens. C'est pas en les bombardant qu'on va les convaincre que c'est celui qui les bombarde qui va les sauver de leur propre chef. Donc, ça, c'est un problème récurrent. Ça. Voilà, donc ils resteront là. Mais en même temps, par exemple, on avait fait copain avec un chauffeur de taxi qui nous a emmenés dans toute la ville et à l'extérieur sur les plages, qui sont magnifiques dans ces superbes bagnoles que vous avez décrites. Des années 59, des années d'avant 59. Et il nous disait, moi, une fois par an, je vais à Miami parce que j'ai mon fils qui habite à Miami. Donc, et à l'époque, moi, j'ai pris l'avion donc de la Havane, ensuite à Miami pour aller... et puis ensuite, à Orléans, il y avait un vol par jour. Toujours. Alors, ça a été interrompu une semaine après notre vol, mais je pense que ça a été remis en place parce que en même temps qu'ils détestent la diaspora, une partie de la diaspora, celle qui veulent pouvoir, ils sont très contents d'avoir une partie de la diaspora qui est celle de leur propre famille qui leur fait les mandats. Bien sûr. Donc, c'est plus complexe qu'on ne pense. C'est plus complexe. Actuellement, sur cette question des vols réguliers ou non, le gouvernement cubain vient de dire que dans une semaine, peut-être 2 semaines, il n'aurait plus les moyens de réapprovisionner les avions en kérosène à l'aéroport. Donc, ce qui
va poser un problème pour le tourisme. L'asphyxie... Ça va poser un problème dans la mesure où les avions ne prennent pas la réserve suffisante pour aller ensuite ou à la Jamaïque ou bien à Mexico où ils peuvent... Enfin, disons que ça va complexifier... Ça va compliquer, oui. Voilà. Ça, mais on sent bien que ça fait partie de cette volonté d'instaurer un blocus de la part de Trump, de frapper de sanctions aussi les pays continuant à commercer avec Cuba. Beaucoup de Cubains disent « mais on n'est pas seul, on va être aidé ». On a vu que le Mexique a envoyé 2 navires humanitaires, mais en dehors de ça... Ils n'ont pas du tout envie, aucun de ces pays, compte tenu de ce que représente Cuba et qu'on présente la fierté latino-américaine qui existe quand même, malgré que Miami soit... quelque part la Mecque de là où ils ont envie d'aller. Ils n'ont pas du tout envie que Cuba redevienne un fief américain parce que y a une question d'ego qui joue. Ils n'aiment pas les Yankees et ils préfèrent tous se débrouiller avec le régime cubain tel qu'il est plutôt que d'avoir un pouvoir ouvertement pro-américain à la place à Cuba. Donc les Mexicains soutiendront Cuba, les Vénézuéliens, dans la mesure où le blocus n'est plus là, le feront, et d'autres pays d'Amérique latine le feront. Mais c'est actuellement un vrai problème parce que quand nous y étions, la pénurie est installée, notamment en termes d'hydrocarbures. Pour pouvoir s'approvisionner dans la plupart des stations-service, il faut disposer d'une carte qui s'appelle Classica, qui est émise par le gouvernement. Si vous n'avez pas cette carte, vous ne pouvez pas prendre de l'essence. On peut quand même, mais je pense que ça doit se négocier, ça doit être très cher. Mais ce que font les Cubains, et c'est là où je me suis rendu compte qu'ils avaient une attitude extrêmement rodée aux sanctions, c'est que quand il n'y a pas assez d'essence, on a gardé prudemment la charrette et le cheval, et pour ces déplacements, on utilise le cheval. En fait, il y a une sorte de bascule qui se fait. Il y a une complémentarité aussi entre les zones de production agricole et les villes, même si les étals dans les villes sont pratiquement déserts. C'est assez incroyable de le voir, mais il y a une sorte de, on va dire, pas de solidarité, mais de débrouille et qu'on sent qui date de décennies. C'est presque une culture de la débrouille. Hein. J'évoquais les steaks de pamplemousse, de plure de pamplemousse. Moi, ça m'a rappelé le blocus de Guernsey et Jersey en 1945 où les habitants de Guernsey avaient inventé un plat qui s'appelle le potato peel pie, la tarte de plure de pommes de terre. Voilà. Et donc les Cubains ont fait pareil dans les années 90. Et là, on n'est pas loin d'y revenir. Le gros problème qu'ils ont, c'est les pénuries d'électricité. Où là, on est sur les grandes villes, à l'extérieur de la Havane, jusqu'à 15 heures par jour. Oui, puis en même temps, l'Afrique fonctionne avec des pénuries d'électricité depuis toujours. Bien sûr. À partir du moment où ils ont des groupes électrogènes, et ils en ont tous, le problème n'est pas un problème d'électricité, c'est un problème de disponibilité de gasoil ou d'essence pour faire marcher. Mais là, jusqu'au 3 janvier, peut-être jusqu'à décembre, parce que le blocus de la marine américaine a été mis en place autour du mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre dernier, ils recevaient de la part du Venezuela un pétrole quasi gratuit. Et ça, c'est quand même un bouleversement dans leur vie. Les Mexicains, on sent que Claudia Sheinbaum est un peu vraiment sous pression de Trump. Ces 2 navires d'humanitaires ont été autorisés à passer. Nous avons visité le port de la Havane, il est vide. 2 vraquiers dans un coin et c'est tout. Le terminal pétrolier, aucun bateau n'est autorisé à approcher. Et les Cubains nous disaient la marine américaine ils peuvent faire beaucoup de contrebande des îles d'à côté pour livrer de l'essence, etc. C'est un pays qui fonctionne à la contrebande depuis toujours. Bien sûr. Je veux dire, les Cubains aussi... Je dirais que c'est pas parce qu'ils sont étranglés par des pays étrangers, en particulier par les États-Unis, que pour autant ils n'ont la moindre illusion sur la façon dont ils sont étranglés par leur propre régime. D'accord. Et là, j'ai une petite anecdote à ce titre-là, quand j'y suis allé il y a 3 ans, parce que vous avez des tas de types qui veulent vous changer de la monnaie, justement, qui se dévalue tous les jours. C'est un grand sport dans la Havane. Dollars, donc vous êtes dans la rue, et puis vous avez un type qui part de l'autre côté de la rue, que vous le voyez, et il fait route de collision, comme on dit dans la marine. Il s'approche, mine de rien, comme ça, et puis, pof, il vous croise juste à l'intérieur. Oh là, comment estás? Alors, on a eu ça plein de fois aussi. Está bien et tout. Alors, le type, il me dit, ay, pero la crise, amigo, la crise. Ouais. Alors, moi, j'avais fait mes études à Madrid, donc j'ai dit,
Alors, non, mais tomes el pelo. Me prends pas pour un con, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me racontes avec la crise? Alors, il me dit, bueno. No es la crise, pero nuestro gobierno no se da muy bien. Traduisez. Il se débrouille pas très bien. Je dis, pero por favor, ¿qué tonterías estás diciendo? Qu'est-ce que des conneries que tu dis? Bueno, il dit, ahora te voy a decir la verdad. Je vais te dire la vérité. Son unos hijos de putas que no te puedes imaginer. Alors, je pense que nos auditeurs qui ne parlent pas espagnol... Tu peux même pas t'imaginer. Il dit, ok, là on est d'accord, voilà. Okay. Donc il m'a sorti. Donc ils détestent leur régime, mais c'est la famille. Oui. Alors que les comment ça s'appelle? Les Yankees. Les Yankees, ou pire, les Cubains hein, c'est les traîtres. Nous a dit, ces Cubains de Miami ne représentent pas la cubanité. Non. Voilà. Sauf ceux qui leur envoient des mandats. Ça, c'est des histoires familiales. Donc il y a je t'aime et je déteste en même temps. Oui, mais c'est intéressant d'avoir cette perspective-là parce que c'est complexe. Quand on regarde la façon dont on plaque les choses sur Cuba, l'influence de Trump, cette volonté de finalement de se défaire du socialisme latino-américain, parce que le chavisme n'a pas disparu, mais est toujours en place. Et le cubisme ne va pas disparaître non plus. Bien sûr que non. Ouais. La Camarilla qui est au pouvoir, elle est accrochée au pouvoir depuis que Castro existe. Alors évidemment, Castro avait une aura, une image. Bien sûr. Moi, quand j'étais là-bas, le festival mondial de guitare classique se passait à Cuba. Ouais. Les plus grands guitaristes classiques au monde la musique est extraordinaire. Étaient là-bas. Comment dire, ils vivaient dans une mer de noir et pour autant, la médecine était d'une qualité exceptionnelle. Alors, pour autant, François Martin, c'est compliqué. François Martin, une chose qui est notoire à Cuba aujourd'hui, il existe une persistance de la vénération pour Fidel Castro auprès des personnes âgées. Beaucoup de personnes qui ont des petites échoppes ont tout un portrait de Castro, et on sent bien qu'on les a pas forcés de mettre ce portrait de Castro. C'est le père de Cuba, il était bon avec les pauvres, bref, vénération. Et puis vous avez les jeunes. Et là, un jeune interviewé dans notre documentaire nous explique, je dis, mais la révolution, elle manque de souffle. C'était il y a 67 ans. Ils sont morts, Castro est mort en 2016. Depuis, on sent un vide. Ah oui. Et j'ai demandé à ce jeune, je lui ai dit, mais vous n'avez pas de leader nouveau, de jeunes leaders qui pourraient redonner du souffle? Il m'a dit, ils sont tous en prison. Donc en fait, on a un peu l'impression, c'est comme ça, que le système est encore accaparé par une vieille nomenclature castriste, et que du coup, dans la population, il y a un véritable gap entre la classe ancienne, les anciens, et puis les jeunes qui, eux, finalement, sont tentés de partir, mais sont quand même assez attachés à Cuba. Et là, il y a une perdition. On sent et il y a le forcing dans les écoles pour remettre des images de Castro, remettre des images de Guevara, réapprendre la révolution aux plus jeunes. Mais patria o muerte venceremos, on est un peu... Aujourd'hui, c'est vrai que... il y a moins d'engouement. C'est la fin d'un souffle. Voilà. Et la même chose qu'il y a eu au Venezuela, d'ailleurs. C'est pareil. Pas taper, Maduro n'étant qu'une pâle copie de Chavez, un peu comme Raoul par rapport à Castro, et puis les suivants. Les suivants, c'est ça. Ouais. Non, mais on est bien d'accord. Et alors, je me rappelle que lorsque Jean-Paul II était allé à Cuba, il avait dit aux Cubains... Cuba debe abrirse al mundo y el mundo debe abrirse a Cuba. Voilà, c'était ça son mantra. Cuba doit s'ouvrir au monde, donc sous-entendu sortir les gars de prison, etc., recréer une certaine forme de démocratie, et le monde doit s'ouvrir à Cuba, c'est-à-dire en contrepartie, on ne peut pas étrangler Cuba, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un chemin pour ce pays qui est grand, d'abord très grand, qui est magnifique, qui est plein de possibilités. Plus de 1200 km de long. Il n'y avait pas un bateau de pêche en mer. Ils n'avaient pas le droit de pêcher. Pourquoi? Parce que tout fonctionne sur le marché noir. Donc si tu casses le marché noir et que les gens arrivent à se débrouiller par eux-mêmes, tu perds le contrôle du pays, c'est ce qu'on a dit. Tout fonctionne autour de la devise. Ce sont les pays soi-disant populistes qui tondent le peuple de la pire des façons. Je suis désolé.
Donc les gars, ils ont bien compris ça. Confère le type qui me disent « hijos de putas », ils ont bien compris. Ils demandent qu'à bosser. Ouais. Et qu'à trouver des solutions. Ils sont malins, ils sont débrouillards et tout, mais il faut... Et c'est pas en leur disant, bon, ben maintenant, le gros bâton, si vous mettez pas un régime pro-américain, où ils savent très bien qu'ils vont voir arriver les mafias qui vont prendre contrôle de tout, ils veulent pas. Ils se disent... moi, j'ai vécu en Afrique, en Angola, la période où c'était un régime communiste et la période après, quand les États-Unis ont lâché l'Angola, après la chute de l'URSS. La partie libérale de cette époque, en Angola, était encore pire que la période communiste. Parce que la période communiste, il y avait une certaine forme d'ordre. C'est ce qui s'est passé en URSS dans les années 90. Voilà, exactement. Mais le démantèlement de tout. Les Cubains ça a qui été... sont très intelligents et qui ont très bien compris, qui ont analysé de façon extraordinaire ce qui se passe dans le monde, ne veulent pas du paradis libéral américain dans leur pays. Et ils savent que ça sera ça. Et que ça sera la prostitution multipliée par 1000, et toutes les entreprises seront rachetées, etc. etc. Ils veulent s'ouvrir au monde. C'est ça qu'ils veulent, et c'est ça ce que les jeunes ont dit, je pense. Ils veulent pas un changement de régime, ils veulent une ouverture, ils veulent que certains pays, sous l'égide de certains pays ou sous l'égide de l'ONU, que sais-je, que on décoince le pays et puis qu'on les laisse vivre, quoi. C'est ça. Mais là, le modèle ne saurait être la communauté cubaine à Miami, en Floride. Dans leur esprit, non, jamais. Non, pas du tout. Surtout pas du tout. Ouais. Est-ce que vous aurez, si vous avez l'intention, à titre personnel, est-ce que vous allez peut-être retourner à Cuba un jour, vous aimeriez bien, suivre un peu cette évolution, ce pays, d'autant que vous avez cette perspective historique. Oui, c'est ça. J'aime énormément ce pays. Pour moi, il y a des peuples extraordinairement intelligents, mais vraiment, qui comprennent tout. Les Maliens, les Sénégalais en font partie, les Cubains en font partie. Vous parlez avec un Cubain, il est au fond de la merde, vous discutez avec lui, vous avez l'impression qu'il a tout compris de ce qui se passe dans le monde, quoi. C'est assez bluffant. En effet, c'est une impression que j'ai eue avec des gens d'une grande connaissance, très fins, très éduqués, aussi, parce qu'ils ont un niveau d'éducation. Il y a aussi la question de leur meilleur produit d'exportation, c'est quand même la médecine. Quand un pays a comme meilleur produit d'exportation la médecine, ça en dit long sur ce qu'il est dans le fond, en fait. Voilà. Écoutez, merci François Martin pour votre témoignage sur Cuba. Donc, à l'occasion de la sortie de notre documentaire Omerta sur Cuba, les derniers jours de Cuba. Alors, derniers jours, on va voir combien de temps ça dure, mais en tout cas, on sent quand même qu'on est actuellement dans une période critique. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de gens à qui on a parlé, on a tendu le micro. Ça nous a valu quelques petits problèmes. On en parlera aussi parce que ça reste quand même un régime cadenassé qui n'aime pas beaucoup les journalistes. Voilà. Et je ne suis pas absolument sûr que Trump cherche effectivement à faire tomber le régime avec tous les problèmes que ça poserait derrière, de changement de trucs, etc. Je pense que là aussi, il veut faire une belle opération de cinéma qui fasse plaisir aux électeurs de Rubio, qui fasse plaisir aux va-t-en-guerre, qui ne le mettent pas en difficulté par rapport à ces magas qui ne veulent pas qu'il fasse la guerre. Donc on est aussi dans du Hollywood trumpien. Là. Tout à fait. On va voir comment tout ça va se passer, ce que ça va donner. On va observer ça, on va suivre tout ça. Merci François Martin. Merci à vous. J'espère que cette émission vous a plu. Regardez le documentaire, il est disponible sur l'application. Vous en aurez des extraits sur la chaîne YouTube. Mais évidemment, je vous encourage tous à vous abonner à l'application Omerta, à télécharger l'application. C'est 5 € par mois, 2 € pour les étudiants. C'est pas grand-chose et ça vous permet d'avoir accès à des contenus de qualité au cœur de nos métiers, c'est-à-dire nos documentaires. Voilà. Merci à vous, bonne journée à vous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut.